Bonjour Marianne, bonjour Chloé. On est ravis de vous accueillir ce matin. Vous êtes l'auteur de ce livre, Naître ou le néant. Pourquoi faire des enfants en temps d'effondrement? D'abord, j'ai écrit ce livre parce que c'est une question qu'on m'a posée, que ce soit des militants écolos ou même ma propre mère qui nous dit « Mais toi, tu parles toujours d'effondrement, t'es décroissante, et pourquoi est-ce que t'as autant d'enfants ?» Donc j'ai vraiment décidé de prendre au sérieux cette question, de ne pas l'éluder en fait, parce que souvent on regarde juste la question démographique. Mais on ne se pose pas vraiment la question, est-ce que c'est responsable vis-à-vis de nos propres enfants de les mettre au monde? Est-ce qu'on les condamne pas à une vie terrible? Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la question était mal posée. En fait, quand on demande à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu as des enfants? En fait, on le condamne à donner des mauvaises réponses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours justifier l'existence de l'enfant pour d'autres raisons que lui-même. En fait, quelle que soit la réponse, par exemple, si je dis j'ai des enfants parce que j'espère que ça va me rendre heureuse, ou j'ai des enfants pour solidifier mon couple, ou j'ai des enfants parce que je veux qu'ils prennent soin de moi plus tard. En fait, quelle que soit la réponse, c'est une mauvaise réponse. En fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est il y a des enfants parce que j'ai des enfants, quoi. Ils sont là, je les aime, et puis c'est une forme de déploiement de ma vie et de mon amour, mais qui, je pense, ne se laisse pas justifier. À partir du moment où on essaye de justifier l'existence de quelqu'un, en fait, on instrumentalise sa vie et on considère que sa vie en elle-même ne se suffit pas. On voit pourtant beaucoup des projets d'enfants. Même quand on est à son premier rendez-vous de sage-femme, la sage-femme a toujours demandé est-ce que c'est une grossesse désirée, que c'est une grossesse que vous avez projetée. Pourquoi est-ce que les sages-femmes demandent ça? Qu'est-ce qu'elle pourrait être la bonne réponse à cette question? Moi, justement, j'ai essayé de réfléchir à cette question. Parce que d'un côté, on peut se dire, non, pas. Effectivement, l'enfant, pour moi, c'est pas un projet. C'est pas le fruit d'un projet. Pourquoi? Parce qu'on projette quelque chose, alors qu'on accueille quelqu'un. Et ça, c'est vraiment important de maintenir la différence. Souvent, en fait, le projet, c'est une mentalité technique. J'ai un projet, j'ai un plan, je vais suivre un certain nombre d'étapes qui devraient me permettre d'arriver à un certain résultat, qui en général est à peu près conforme à des projets. Enfin, on sait tous qu'avoir un enfant, c'est pas ça du tout. Ça se passe jamais comme on a prévu. L'enfant vient quand il n'est pas prévu, ou il vient pas alors qu'il est désiré. Beaucoup de couples, malheureusement, sont confrontés à ça. Une fois qu'il est là, la plupart du temps, il correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Moi, par exemple, j'ai toujours imaginé avoir des petites filles, moyennant quoi j'ai 4 garçons. Voilà, c'est comme ça. C'est pas évidemment ce que j'avais imaginé, mais je les ai comme ils sont. Vraiment, je pense que la mentalité du projet, elle est fausse. Mais en plus, il me semble que c'est une erreur philosophique et une faute morale. Dans la mesure où concevoir l'enfant comme le projet de ses parents, en fait, c'est mettre une pression considérable sur ses épaules, parce qu'il doit être conforme à ce projet. Et puis, c'est aussi mettre une pression énorme sur les épaules des parents. Qu'une fois que j'ai conçu mon enfant, que j'ai eu mon projet d'enfant bien mûri, je vais mettre une pression énorme pour réussir mon projet d'enfant, pour que l'enfant soit un résultat conforme à ce que j'avais imaginé. Et en même temps, l'idée selon laquelle j'accueille mes enfants tels que la nature me les donne, sans aucune responsabilité, ça me convenait pas non plus. Et donc, j'ai réutilisé dans mon livre la notion de consentement. Mais en fait, consentir, ça veut dire accepter l'aléa, accepter la nouveauté, accepter en fait la rencontre. Et ensuite, je trouve que c'est hyper libérateur de se dire ça, parce qu'on se dit, je l'ai accueilli comme il est, j'ai ce petit être, j'ai pas choisi ses paramètres, et mon rôle, c'est, comme il est, de le guider au mieux vers sa voie à lui, quoi. Mais il y a un gros enjeu, parce que on est dans une société où, avec les tests de dépistage génétique et d'analyse génétique des embryons, avec les fécondations artificielles, il y a de plus en plus de parents, notamment aux États-Unis, qui commencent à sélectionner des embryons en fonction de certains critères pour qu'ils soient conformes à leur projet. Et en fait, je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux et que on est dans une société où accueillir un enfant tel qu'il est, c'est en train de devenir un acte politique, en fait. C'est un acte politique aujourd'hui. On en parlait avant, de juste le fait de se promener dans la rue avec des enfants suscite nécessairement, quasiment nécessairement, une réaction, et une réaction comme si cet acte d'avoir des enfants était un acte politique et revendicatif d'un projet de repeupler le monde, d'un projet de perpétuer l'espèce, alors que je pense que ça ne correspond pas, ou que ça ne devrait pas correspondre à foncièrement ce qu'on ressent et ce qu'on fait quand on veut devenir parent. Il n'y a pas cette logique, politique, il n'y a pas le souhait de s'inscrire
dans un projet de repeuplement, c'est en tout cas pas du tout. Nous, ce qui ressort de ce que disaient nos abonnés, c'est en fait une surabondance d'amour et cet élan-là de la vie. C'est vraiment exactement ce que vous dites dans le climat. Et en fait, c'est drôle parce que ça rejoint les propos d'un philosophe qui pourtant n'est pas connu pour sa défense de la natalité ou de la maternité. Et c'est Aristote qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dit que en fait, avoir des enfants, c'est, je cite, communier à l'éternité de la nature. En fait, il dit le vivant, cette fécondité du vivant, c'est ce qui le définit comme vivant, ce qui fait que on est solidaire du reste de la nature et du reste des autres espèces vivantes. Et en fait, en tant qu'individu, on est mortel, mais en tant qu'espèce, on est éternel. Et cette inscription-là dans le temps de la vie, et je trouve ça hyper beau et je trouve que ça correspond vraiment à... c'est très vrai. C'est très étonnant de se dire à quel point ça a traversé les siècles et à quel point aujourd'hui on a toujours été d'accord avec ça. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on est particulièrement inquiet de l'état du monde pour remettre ça en question? Ou est-ce qu'il y a cette inquiétude très forte chez les crédits? Je cite quelques livres, quelques chiffres dans mon livre. Là, selon un sondage IFOP qui date de 2019, 65% des Français, quand même, disent redouter un effondrement de notre civilisation. 27% pour des raisons écologiques, 15% à cause de vagues migratoires incontrôlées, 14% redoutent une guerre civile, et 32% pensent qu'on va plutôt être confronté à une dégradation progressive de ma condition de vie. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a quand même les 3/4 des Français qui ont peur d'un effondrement. Mais chacun voit l'effondrement de manière extrêmement différente, en fait, selon son bord politique. Donc, de fait, il y a cette inquiétude vis-à-vis de l'avenir qu'il ne faut pas mépriser, en fait, surtout dans les jeunes générations. Mais c'est là où je m'inscris un peu en faux contre ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'avoir un enfant, ça ne devrait pas être un acte politique. Au sens où, effectivement, avoir un enfant pour repeupler la chrétienté ou pour... lutter contre le grand remplacement, c'est pas une bonne idée parce que c'est vraiment instrumentaliser l'enfant, encore une fois, au service d'un projet politique. En revanche, j'ai beaucoup aimé les propos d'une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, qui écrit en pleine guerre froide. Elle écrit à un moment où on pensait vraiment qu'il y allait avoir une guerre nucléaire, en fait. Donc, en termes de menace d'effondrement, si vous voulez, elle s'y connaissait. Elle a la génération qui a survécu à Auschwitz pour tomber dans la guerre froide. Et elle dit que la fatalité, c'est la catégorie politique par excellence. Alors, je m'explique. En fait, ce qu'elle explique, c'est que le fait qu'on soit mortel, qu'on va tous mourir, qu'on soit dans un équilibre précaire, ça, c'est la catégorie de la métaphysique. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que l'homme va se questionner sur le sens de la vie. En revanche, le fait que de nouveaux venus viennent au monde, eh bien, c'est ce qui va, au contraire, nous forcer à construire un monde humain et à s'engager politiquement pour que ce monde soit possible. Et la natalité, c'est ce qui fait qu'en fait, toutes nos actions, l'œuvre d'art la plus sublime, le discours politique le plus innovant, l'invention scientifique la plus révolutionnaire, tout ça ne prend sens que parce qu'on pense que notre monde humain va continuer et qu'il y aura de nouveaux venus pour s'emparer en fait de ce monde. On le souhaite meilleur pour les nouveaux venus. Et bien, indépendamment même de savoir si on le souhaite meilleur, on pense qu'il va exister, en fait. On pense qu'il y aura un futur. La question que je me pose et qui vient ensuite, c'est, d'accord, plus enfants, un enfant, d'accord, 2 enfants, pourquoi il faut 2 parents, 2 enfants? Pourquoi plus? Pourquoi plus? Ça, c'est toute la question. Je me rappelle souvent, je cite dans mon livre mon professeur de philosophie de terminale, qui avait une famille nombreuse et qui, une fois, nous avait dit non, mais il y en a un trop, c'est sûr. La question, c'est lequel? Et je trouve ça génial, en fait. Quand on me dit mais qu'on est trop nombreux, ou il y a trop d'enfants, ou qu'il y a trop, en fait, il faut être capable de regarder une personne dans les yeux, adulte ou enfant, peu importe, et de se dire mais cette personne est-elle de trop? Aurait-elle dû ne pas naître? Et en fait, que vous soyez 4e ou 5e ou 1er dans la suite de la fratrie, ça m'enlève bien à notre valeur individuelle. Donc moi, j'ai 4 enfants, pas parce que je voulais atteindre un certain chiffre, pas du tout. C'est parce que j'ai ressenti cet élan d'amour en moi, cet élan de vie. Je me suis dit que je voulais continuer à donner. Et quand je regarde mon petit dernier, je me dis, mais c'est incroyable, il aurait pu ne pas exister. Et c'est drôle, d'ailleurs, c'était une réflexion de mon aîné il n'y a pas longtemps. En regardant son petit frère, le petit dernier, il m'a dit, je trouvais ça hyper profond. C'est dingue parce que avant, il n'était pas là et il ne nous manquait pas. Et maintenant, on se dit qu'on ne pourrait pas vivre sans lui. Et si ça se trouve, il y en a d'autres comme ça.
Ça se trouve là. Non, mais ça se trouve dans quelques années, il y en aura d'autres et on se dira, mais comment on faisait sans eux alors que là, on s'en passe très bien. Et en fait, je me suis dit qu'il touchait quelque chose du mystère, en fait, de la rencontre, de l'accueil, du côté irremplaçable de chaque enfant. Et moi, ce que je veux vraiment défendre dans ce livre, on parlera peut-être des questions plus écologiques, c'est que toute notre croissance, toute notre abondance, toutes nos innovations, technologies médicales, mais à quoi est-ce qu'elles servent si ce n'est elles ne servent à rien si elles ne permettent pas en fait ce don de la vie, si elles ne permettent pas à des êtres humains de vivre et de vivre heureux, d'être accueillis comme ils sont. Si on en vient à devoir limiter le nombre des naissances pour surtout ne pas risquer de remettre en cause le modèle économique qui est le nôtre, mais en fait, ce modèle économique, c'est qu'il n'est pas viable. Oui. Moi, je pense que les êtres humains ne sont pas une variable d'ajustement et qu'au contraire, en fait, on devrait plutôt remettre d'abord en cause nos modes de consommation et de production que l'existence de mon petit dernier. Oui. Dit comme ça, ça semble évident, mais en fait, tout dans notre société, le verbe va les redire. Vous avez été le choix, du coup, de vous installer à la Délice sans Dieu. Comment ça se passe qu'elle dit à la Délice sans Dieu, avec 4 comprendre Pour décrire un peu ce que c'est, La Délice sans Dieu, c'est un petit village de 400 habitants dans la Loire, autour d'une très belle abbaye cistercienne du XIIe siècle. Et on est plusieurs familles à avoir acheté des maisons ou avoir loué des maisons, donc on a vraiment notre indépendance familiale, hein, pour nous, c'est vraiment important. Mais on a mis en place un solide réseau d'entraide parce que voilà, des familles nombreuses pour la plupart, et on essaye d'avoir un mode de vie le plus écologique, résilient, sobre possible. C'est difficile pour une famille d'avoir un mode de vie écologique. Très. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui me disent, mais en fait, moi, je suis déjà overbookée avec mes enfants. On travaille, clairement, faire mon pain et je vais m'ouvrir les couches lavables, je peux pas, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver. En fait, on choisit un mode de vie qui est exigeant en étant à la fois écolo et mère de famille nombreuse. Exigeant mais nécessaire, j'y reviendrai. Si on veut des enfants, il faut absolument qu'on réduise notre consommation pour que leur futur soit viable. Donc il y a cette nécessité-là. Et donc en fait, on s'est dit que la seule manière d'y arriver, c'était de s'entraider. C'était de vraiment créer un réseau d'entraide entre familles. Et c'est ce qui manque dans notre société où en fait les familles sont très isolées. On a cette mise en commande en fait de temps, de travail, de convivialité. Et c'est très chouette pour nous parce que ça nous permet d'éduquer nos enfants dans un cadre qui est sain et où ne sont pas en permanence confrontés aux injonctions de notre monde qui nous poussent à plus de consommation, à plus d'écran, à une compétition dans l'avoir. Et le fait d'être plusieurs familles et de se soutenir dans les choix d'éducation qu'on a fait, parce qu'on est écolo et chrétien, donc cumul quoi pour nos enfants. Ils vont à la messe le dimanche et en plus ils n'ont pas de t-shirt pas de patrouille. C'est lui. Et voilà, c'est un mot cumul, on cause toutes les cases de la différence. Et en fait, le fait qu'on soit plusieurs, c'est génial parce que pour nos enfants actuellement, eux ont conscience en fait d'être privilégiés, d'avoir un mode de vie qui est chouette. Et en fait, ils sont pas du tout envieux de leurs petits camarades qui grandissent dans un monde de la consommation, dans le monde des écrans, dans le monde des voyages, etc. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est « mais tu te rends compte ils ont pas de chance, leurs parents les laissent pas construire des cabanes dans les bois. Tu te rends compte ils mangent pas aussi bien que nous parce que ils ont conscience que quand même le pain d'avant c'est plus nourrissant que le pain à riz, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a cette entraide là qui est très très précieuse. Vous disiez qu'avoir des enfants aujourd'hui, il faut être décroissant. Ouais. En fait, mon discours il est double. C'est-à-dire de dire à la fois aux écolos qui pensent qu'il faut arrêter d'avoir des enfants, que c'est paradoxal de se battre pour le vivant tout en refusant ce qui nous-mêmes nous rend vivants. Et que se battre pour l'avenir, ça suppose qu'il y a un avenir et donc qu'il y a des enfants. Mais je veux aussi dire aux parents de familles nombreuses qui prônent la famille nombreuse, qui défendent la vie au sens humain, que en fait, cette vie, elle n'est possible que si les conditions écosystémiques sont respectées, en fait, et que on ne peut pas continuer à avoir autant d'enfants en consommant comme un Américain moyen, et même comme un Européen moyen, en fait. Et de toute façon, moi, ce que j'observe autour de moi, c'est que les familles nombreuses sont peu ou prou contraintes. Exactement. C'est vraiment ce que j'essaie de dire, qu'en fait, vous voyez un célibataire qui a son salaire pour lui tout seul, a en réalité une empreinte carbone, même en valeur absolue, c'est-à-dire même pas rapportée au nombre d'individus du foyer,
même en valeur absolue, a souvent une empreinte carbone bien plus élevée qu'une famille nombreuse. Parce qu'il prend l'avion, parce qu'il se déplace sur un réseau plastique qui consomme, qui permet... voilà, alors que de dire clairement, quand vous avez 4 enfants, vous voyagez aux Maldives, pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible financièrement. Et donc, je pense que cette sobriété-là, non seulement c'est une nécessité politique pour pouvoir permettre à nos enfants d'avoir un futur viable, mais c'est de toute manière aussi une nécessité économique, puisque de nos jours, on sait bien que l'inflation aidant, la vie pour les familles est difficile. Donc de toute manière, elles sont contraintes en fait de changer leur mode de consommation. Ou en tout cas, moi, c'est ce que je veux dire, c'est que si on souhaite vraiment avoir des enfants et des enfants nombreux, il faut voir dans cette fécondité-là une occasion de changer radicalement notre rapport au monde et notre rapport à la consommation. Et je trouve que nos enfants nous y invitent de toute manière. Moi, mes enfants sont des maîtres en simplicité pour moi, dans la mesure où vous voyez un enfant, moi je vois mes enfants qui reviennent tout crottés, transit froid de s'être roulés dans la boue, ils sont ravis, ils mangent du pain rassis, ils sont trop contents, ils en demandent pas plus en fait, et après ils se roulent en boule sur le canapé avec un livre et maman qui leur raconte une histoire et c'est le bonheur et ils n'ont pas besoin de plus. Et il y a une forme d'exultation de l'enfance dans la simplicité. Est-ce que c'est pas justement dans nos familles qu'on retrouve cette joie et que la joie est pas quelque chose qu'on va trouver aux Maldives ou qu'on va trouver en allant voir Avatar au cinéma, mais que cette joie-là, elle se vit justement dans la famille? De fait, il y a eu une libération de la parole sur les réseaux sociaux qui a des bons côtés, qui visent à montrer que oui, être parent c'est difficile, que c'est pas toujours rose, décomplexer un peu les parents qui ont l'impression de mal faire. Et ça c'est une autre chose. Mais ça peut avoir comme revers qu'on parle que des aspects négatifs de la maternité, alors qu'il faut quand même dire que ça c'est d'abord une joie, c'est d'abord beaucoup d'amour. Et moi ce que je me dis, alors c'est un peu difficile, mais que mes enfants, je veux dire, même si demain le monde s'effondrait brutalement, en attendant, toute la vie qu'ils ont vécue depuis leur naissance était belle et bonne, et elle était joyeuse. Et voilà, et c'est un sujet qui est sensible. J'ai choisi de ne pas en parler dans mon livre parce que je ne l'ai pas connu personnellement, mais il y a eu des témoignages de parents qui ont perdu des enfants et en fait qui expliquent que en fait, la joie qu'ils ont vécue quand même avec cet enfant, le peu de temps de leur existence, elle existait, en fait, elle était belle et bonne et que en fait, le drame n'efface pas ce qui a précédé. Et j'en ai parlé aussi, je cite dans mon livre, des réfugiés syriennes au Liban. J'ai une amie qui a travaillé auprès de réfugiés syriennes au Liban et qui était dans des camps vraiment de fortune avec tous ses enfants et puis qui continuait à en avoir. Il y a des femmes enceintes qui mettaient au monde des enfants dans ces camps. Et mon amie leur a dit mais pourquoi faire ça quoi? Et en fait leur réponse est trop belle quoi. C'est de dire parce que les enfants c'est tout ce qui nous reste. D'ailleurs on revient à l'étymologie du mot prolétaire. Prolès c'est l'enfant en latin. Le prolétaire c'est celui qui n'a que ses enfants comme richesse. Et je cite aussi dans mon livre, je suis tombée dessus, j'ai été sidérée par cette affaire, sur les femmes qui ont mis au monde des enfants à Ravensbrück, dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui racontent en fait que d'autres femmes ont mis leur vie en danger pour aller voler un bout de laine, un bouton, pour accommoder la veillette d'un bébé qui allait peut-être vivre que quelques jours. Et la solidarité, mais incroyable, qui s'était mise en place autour de ces femmes. Et la joie, c'est ça qui est incroyable. Je cite aussi vous faire visiter, je vais juste citer un passage dans le livre. C'est un extrait de l'autobiographie de Madeleine Elmer-Ruben, qui écrit « J'ai donné la vie dans un camp de la mort. Mon enfant, lui, avait chaud. Je le sentais bien. J'étais heureuse de lui servir d'abri. Je m'efforçais de penser à lui, uniquement en rapport avec le bonheur que sa présence me donnait. Elle aurait pu m'inquiéter, elle me rassurait. » Et je cite une sage-femme, Marie-Josée Chambard-Delot, qui a assisté ces femmes à Ravensbrück et qui dit que la leçon qu'elle en a tirée de ça, c'est de garder toujours, je cite, un profond respect de la vie. Donc ça, moi, ça m'a décoiffé quand j'ai lu ça. Et après, on se dit... Oui, bon, effectivement, le contexte socio-économique de notre époque est un peu moins glorieux qu'il a pu d'être il y a 30 ans. Oui. Mais enfin, c'est sans commune mesure. Et en fait, la joie que nous apportent ces enfants, elle est
en fait, on devrait juste pouvoir s'y abandonner. Et je voulais aussi parler par rapport à cette question. Vous avez dit l'effondrement, ça fait comme des années que ça dure. Donc, paradoxalement, oui, le sentiment d'effondrement, en fait, il est aussi vieux que l'humanité. Et en même temps, les chiffres auxquels on est confronté actuellement, autour des questions de l'effondrement de la biodiversité, de l'acidification des océans, de la fonte de la calotte glaciaire, du climat, et tout ça, c'était quand même assez inédit comme situation. Mais j'ai redécouvert, en bossant ce livre, les polémiques qui allaient au tout début de l'Église primitive, donc l'Église chrétienne, dans les premiers siècles. En fait, il y avait tout un courant dit encratiste qui, en fait, disait que, de toute manière, le Christ allait revenir d'un instant à l'autre. D'accord. Donc, que ça servait à rien de faire des enfants, ça servait à rien de se marier tout court, et qu'en gros, il fallait rester en prière, attendre le retour de Jésus imminent. Et ça a duré dans quelques siècles, parce que vos Christ ne sont pas découragés. Et ce qui est très beau... Du coup, ils ont quand même eu des gens pour pas que ça dure un petit peu. Ben non, eux, les encratistes, on n'avait pas. Et puis, c'est des courants gnostiques, en fait, avec l'arianisme. En fait, il y a tout un tas d'hérésies, dans les premiers siècles chrétiens, que l'Église a toujours combattu. Les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Saint Augustin, ont toujours combattu ça, en disant, mais en fait, non, il y a une dignité inhérente à l'acte conjugal et à la naissance et à l'engendrement. Et en fait, on fait des enfants indépendamment du contexte dans lequel on est, parce que, dit Clément d'Alexandrie, avoir un enfant, c'est participer à la philanthropie de Dieu. C'est beau ça. C'est-à-dire que Dieu aide les hommes. Et en fait, avoir des enfants, c'est participer à cet amour divin et c'est donner à Dieu des âmes à aimer. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu l'opportunité de déployer encore davantage son amour en aimant nos enfants. C'est magnifique, quoi. Et j'ai lu ça sous la plume d'un auteur qu'on n'attend pas tellement sur ce terrain-là, qui est Michel Foucault, qui est, donc, comme chacun sait, un philosophe de la fin du XXe siècle qui est connu pour ses analyses sur le biopouvoir et puis il était militant pour les droits homosexuels. Et en fait, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui a été édité en 2018 à titre posthume qui s'appelle Des aveux de la chair, où il s'intéresse en fait aux positions des pères de l'Église sur les questions de morale sexuelle. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il montre que c'est pas uniquement des textes qui répriment la sexualité, qui la contrôlent, qui pensent que c'est quelque chose de sale et de mal. Pas du tout. Qu'on lui-même le montre. En réalité, les pères de l'Église, et l'Église a toujours tenu la dignité de la sexualité, alors conjugale, on est d'accord, c'est comme ça, et de l'engendrement, contre toutes les hérésies qui visaient au contraire à dénigrer ça. Et je trouve que c'est une leçon intéressante à notre époque. Il y a une autre question que je voulais aborder avec vous, Marianne, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la question de comment on vit entre femmes aujourd'hui. Parce que je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, sur cette histoire de donner la vie en faisant comme la mort. On voit à ce moment-là une très grande solidarité qui se crée entre les femmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à retrouver aujourd'hui, qu'on est obligé de reconstruire parce que ça n'existe plus? C'est quelque chose qui, en fait, a continué à exister. Nous, on dit chez Maman Vogue une grande solidarité entre les femmes et qui est une solidarité des réseaux sociaux. Ouais. Qui n'est pas forcément une solidarité que nos abonnés retrouvent dans leur vraie vie. Je pense que ça doit être source de tristesse, je garde un manque. Moi, j'aime bien le terme sororité, le fait qu'on est comme sœurs entre femmes et qu'on s'entraide. Je pense que c'est absolument indispensable. Nous, dans les Coamo, on essaye d'avoir cette entraide au quotidien. Et on essaye aussi de retrouver des rites à certains moments. Typiquement la grossesse, la naissance. Retrouver... on fait une petite fête pour les relevailles. L'Église, encore une fois, propose ça. Autrefois, les femmes qui accouchaient, pendant 40 jours, elles restaient chez elles. Et au bout de pendant 40 jours, on se relayait pour les aider. C'est-à-dire qu'il y avait quand même l'idée que c'était pas... Là, on est dans une société où 3 jours après avoir accouché, merci madame, au revoir monsieur, vous vous retrouvez toute seule à devoir tout gérer alors que vous êtes encore souffrante, quoi. Souffrante, et puis parfois en sachant juste pas. Bon, ça bien quand même notre sensation avec, en tout cas, mon aîné, de me dire... Ils sont fous de me laisser partir.
cet enfant. Genre, oui, c'est pas... c'est sûr, elle avec. Donc, on essaie de respecter ces 40 jours, d'aider la jeune mère à ce moment-là, de faire une fête où elle est réintégrée dans la communauté sociale, symboliquement, avec cette veillée au levail. Voilà, on essaie de... Au moment des maladies, d'être présente. Et puis, tout simplement, de pouvoir échanger en vérité sur vos difficultés. Parce que là, on est dans une société où chacun est isolé chez soi et en fait, on ne voit l'autre que dans des moments de représentation. Donc soit on reçoit quelqu'un chez soi, on a bien fait tout le ménage, on a planqué les Playmobil, et les enfants sont bien peignés, ils disent au revoir, vont se coucher, oui, tout est parfait. Ou alors à l'extérieur de chez soi, on est rarement confronté à la réalité de la vie de famille des autres. Et nous, on a choisi en fait d'être dans cette sincérité-là en fait et de ne pas se mentir sur nos difficultés. Et c'est une vraie source de soutien en fait, rien que de savoir qu'on n'est pas les seuls. Et je trouve que cette sororité-là, elle n'a pas disparu. Et que dans l'espace public, en fait, vous parliez du fait que souvent les gens réagissent en nous voyant avec une famille nombreuse dans la rue. Ça crée des liens. Ouais. Même quand on est dans une ville aussi anonyme que Paris, dans laquelle je me rends assez peu souvent, mais moi, je sais que quand je vois une femme avec un enfant, surtout si elle est un peu en galère, j'essaie toujours d'avoir un regard, d'avoir un sourire, si je sens que c'est possible, d'avoir une parole. Et c'est hyper important. Et alors, dans les pays du Nord, il y a vraiment une culture de l'entraide dans l'espace public, même entre inconnus. Par exemple, je lisais un livre intéressant de Marion Kuerk, qui s'appelle Une enfance en or, qui explique comment les gens, les Scandinaves considèrent les enfants. Et elle raconte qu'en Scandinavie, elle parle de la Suède, si vous êtes en galère avec votre enfant qui est en train de se rouler par terre et de faire un caprice dans la rue, là où en France, personne va vous aider, on va détourner le regard, et puis même, pudiquement, et puis même, la mère française le prendrait presque un peu mal si on lui proposait de l'aider. En Suède, c'est pas du tout ça. Si personne vous aide, en fait, vous êtes en droit d'être scandalisé, de dire hey oh, y a pas quelqu'un pour faire quelque chose là. Enfin, ça me concerne aussi. En fait, les enfants, ça concerne toute la société. Le fait que l'espace public soit fait pour être accueillant et accueillant les enfants, en fait, c'est un problème politique. C'est-à-dire, c'est mes citoyens de demain, c'est ceux qui vont payer vos impôts. Et donc, en fait, c'est pas du tout la même mentalité. Et je me dis que on peut pas tout quitter pour s'installer dans un éco-hameau comme ce que j'ai fait, mais à l'échelle d'un immeuble, d'un quartier, ou même avec des inconnus dans la rue, être capable d'avoir une parole d'encouragement, entouré une maman, ou l'aider à porter un sac, ou lui dire avoir un petit regard, en fait, je pense que ça change tout et que ça existe en fait ça. Est-ce que c'est une question qui me vient en même temps, mais est-ce que ça, c'est pas aussi lié à l'idée qu'avoir un enfant, c'est un choix, et donc vous avez fait ce choix, c'est votre choix, votre débrouillez-vous. Et donc on projette l'idée que il faut pas aider quelqu'un parce que ce serait lui dire vous n'arrivez pas à assumer votre choix. Tout à fait. Vous n'êtes pas capable de gérer, et donc c'est presque une insulte. Oui, effectivement, ça fait partie des choses que j'avais en tête quand je disais que la mentalité du projet, du désir d'enfant, du choix, ça met une pression énorme sur les épaules des parents. Et effectivement, que ce soit la réaction de l'entourage proche ou moins proche, et même politiquement, il y a cette idée que comme les enfants sont choisis par leurs parents, c'est à eux de se débrouiller et d'assumer, et on n'a pas le droit d'être en galère, ou tout simplement d'avoir un coup de fatigue. Hein. Alors que dans une société où, au contraire, c'est compliqué aussi de proposer de l'aide. C'est compliqué de proposer de l'aide, oui, effectivement, il y a l'idée que les parents gèrent pas, oui, mais c'est l'orgueil, en fait, parce que c'est encore croire que les enfants seront des produits de leurs parents, qu'on a un contrôle absolu sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils deviennent. C'est vraiment se méprendre sur l'expérience de la parentalité. En revanche, ce dont les parents auraient besoin, c'est de reconnaissance. C'est-à-dire de dire, mais oui, mais merci pour ce que vous faites, en fait. Parce que avoir des enfants, c'est pas facile. Et avoir des enfants, c'est un sacrifice. Alors, c'est quand même quelque chose que j'aimerais dire. C'est-à-dire que, à force de vouloir trop insister sur les joies de la maternité, parce que bien sûr, on est d'accord, c'est une joie, on aurait tendance à mettre de côté le fait que ça implique beaucoup de renoncement d'être parent. Sur le court et sur le long terme, ça implique des sacrifices. Le sacrifice de soi, de son ego, oui, effectivement, de son petit confort. Il ne faut pas se mentir, en fait, là-dessus. Et ces sacrifices-là, ils n'ont de sens que pour autrui.
pour notre enfant, pas pour notre propre épanouissement personnel. Si on fait un enfant pour s'épanouir égoïstement, bah, souffre quoi, parce que forcément, on va être au meilleur de ta foi à un moment. Et je cite un autre philosophe qui s'appelle Hegel, qui est connu pour écrire des trucs invitables, mais qui là, en l'occurrence, c'est assez clair, qui explique qu'en fait, le moment où on a un enfant, c'est le moment où on passe du stade subjectif au stade objectif, et on le passe par une crise, où en fait, on a un enfant parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux, parce qu'on a notre propre amour, et avec l'enfant fait exploser ce cadre, et l'enfant qui était pensé comme fruit du désir va venir contredire tous nos désirs en permanence. Et donc, en fait, soit on casse dans cette crise-là, soit on se dit que en fait, c'est parce qu'il y a une évolution à faire, une crise à surmonter, et cette crise, c'est ce qui va nous permettre, dit Hegel, de devenir vraiment des êtres politiques, des êtres tournés vers la cité, où on se dit que ce sacrifice de nous-mêmes et de nos petits conforts individuels, on le fait pour autrui et in fine, pour mettre au monde un citoyen qui va ensuite s'épanouir. Et pour cela, il faut que la société nous en soit reconnaissante. Reconnaissent, admettent qu'il y a des sacrifices, ne les nie pas, et nous exprime une gratitude. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que, à force d'insister sur l'enfant comme projet qui nous comble de joie, on oublie tous ces sacrifices-là. Et je parle dans mon livre de toute la libération de la parole qu'il y a autour du regret maternel. Ça, c'est un gros truc aussi. Des femmes qui écrivent des bouquins pour dire qu'elles regrettent d'avoir eu des enfants. Bon. Souvent, ce qu'elles disent, ces femmes-là, c'est qu'elles aiment leurs enfants. Que ce qu'elles regrettent, c'est pas l'existence de leur enfant, c'est le regard que la société leur renvoie et tous les sacrifices qu'elles doivent faire et pour lesquels elles ne récoltent rien, quoi. Oui. Voilà. Donc, reconnaître le sacrifice et le valoriser, je pense que ce serait bien. En fait, je pense qu'on a pâti pendant des siècles de la vision de la mère sacrificielle qui se donne pour ses enfants. Donc, par Retour de Valancier, on ne veut pas être là-dedans. Parce qu'on veut au contraire montrer qu'on peut être une femme et s'épanouir et être pleinement humaine avec des enfants, ce qui est certes possible, mais en fait, on ne peut pas occulter les sacrifices. C'est comme d'une certaine manière les écolos qui veulent tellement montrer qu'être écolo c'est génial, qu'en fait ils mettent un peu de côté, le sacrifice que ça implique. Mais non, en fait, pareil, être écolo, être décroissant, ça implique des sacrifices, ça implique des renoncements. Et c'est bien ça qui fait qu'on devrait justement valoriser tous ces gestes-là, parce que si c'était facile, ça se saurait, tout le monde ferait pareil, quoi. Est-ce qu'il y aurait, ça va être la question de la fin, déjà parce que l'équipe ne veut pas donner cette question-là, s'il y aurait une mesure politique qui serait bonne pour la famille? J'ai plein d'idées. Déjà, je suis extrêmement inquiète avec la réforme du congé parental là, qui est en train d'être dans les cartons du gouvernement. Moi, je pense qu'on devrait permettre aux familles qui le souhaitent, et en l'occurrence, c'est plutôt des femmes, parce que oui, c'est elles qui ont le bébé dans leur ventre et qui les mettent au monde et qui les nourrissent, de pouvoir rester avec leur enfant si elles le souhaitent pendant les 3 premières années de leur vie. Vraiment. Qu'il n'y ait pas une espèce de pression pour retourner bosser le plus vite possible. On sait qu'il y a des choses absolument fondamentales qui se jouent dans ces 3 premières années. On sait maintenant que le postpartum, ça dure 3 ans. Il faut 3 ans pour que le corps d'une femme se remette d'une grossesse. Donc en fait, demander à des femmes de retourner bosser 2 mois et demi après l'accouchement, c'est d'une violence inouïe. Et la France, d'ailleurs, fait partie des pires pays dans le monde en termes de droits de la femme pour tout ce qui concerne la périnatalité. Donc, permettre un congé parental digne de ce nom, voilà. Et puis qu'il soit correctement rémunéré pour les femmes qui ont besoin aussi, parce qu'il y a des femmes qui prennent pas ce congé parce qu'elles n'ont pas les moyens. La plupart des femmes prennent ce congé. Oui, mais il y a aussi les femmes qui prennent pas ce congé parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas retourner à l'emploi après. Et que financièrement, elles pourraient accepter de consentir des sacrifices financiers pour ça, mais elles ont peur d'être ensuite mises à la poubelle. Et puis, si on limite le congé parental à 6 mois, comme ce qui est prévu par le gouvernement, là, au bout de 6 mois, vous perdez votre poste si vous ne retournez pas bosser. Mais c'est affreux, quoi. Et puis, je pense qu'il y a une réflexion aussi à faire. C'était plutôt l'objet de mon premier livre, sur le rythme féminin par rapport au rythme de la société, au rythme professionnel. Parce qu'en fait, on est dans une société où on demande aux femmes de faire des études longues, d'avoir leur pic de productivité entre 25 et 40 ans, et après, éventuellement,
dans la quarantaine d'avoir un enfant. Surtout de ne pas rester trop longtemps à la maison avec lui et de partir bosser. Sauf qu'en fait, la fécondité des femmes, biologiquement, elle est inverse à ce rythme-là. C'est-à-dire que le moment où on est plus féconde, c'est avant 25 ans. Entre 25 et 35 ans, c'est le moment où on a nos enfants. Par contre, passé 40 ans, je veux dire, on est... Les femmes qui ont eu des enfants jeunes, comme c'est mon cas, sont pleinement en possession de leurs facultés et ont même développé de nouvelles facultés qu'elles n'auraient pas eues sans la grossesse, sans expérience de la maternité. Et là, elles pourraient avoir une carrière florissante devant elles. Sauf que dans notre société, quand on se pointe à 40 ans, en ayant eu une carrière hachée à cause des maternités, on a beaucoup de mal à trouver un emploi. Et je trouve qu'il devrait y avoir vraiment des mesures politiques d'incitation de retour à l'emploi pour ces femmes-là qui ont eu peut-être des parcours un peu moins linéaires que la moyenne. Et surtout dans un contexte où en fait on recule chaque année un peu l'âge du départ à la retraite. Donc si à 40 ans vous avez 30 ans de carrière devant vous, mais carrément c'est absurde. Mais moi, pour le petit étillage personnel, parce que je tiens à le dire quand même, en fait, statutairement, moi, je suis mère au foyer actuellement. Je suis en congé parental. Depuis que j'ai eu mon agrégation de philosophie, j'ai renseigné 1 an par-ci, par-là, de manière extrêmement hachée. Et en fait, je me dis, mais que même si, ce qui n'est pas forcément le cas, si je reprends le travail à 40 ans, j'en ai 33, mais que je pense que, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'aurai encore 25 belles années de carrière devant moi, ça les élèves. C'est lourd quand même, 25 ans. C'est quand même, ça mérite d'exister. Mais oui, et en fait, on me met une énorme pression, là, en me disant, mais alors, mais tu travailles pas, mais quand est-ce que je prends le boulot? Et bon, toutes ces études pour rien. C'est ça l'énerve. Toutes ces études pour rien. Ouais, pas pour rien. J'ai 4 enfants, il me semble que je fais 2-3 choses intéressantes dans ma vie. Et là, il y a un changement de mentalité. Là, je crois qu'on va s'arrêter là. Le Femme pour Pacotte, merci Sophie.